À l'approche des élections générales provinciales, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux candidats, deux têtes d'affiche de la politique québécoise. Et comme vous le savez, il y a beaucoup d'enjeux dans la région de Portneuf. Et avec ces têtes d'affiche, nous allons parler des enjeux de la région de Portneuf, notamment de développement régional, du coût de la vie et la transition énergétique, de foresterie et également la place des régions dans la politique gouvernementale. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir Madame Martine Ouellette. Bienvenue Madame Ouellette. Ça fait plaisir. Ouais, ça fait plaisir de vous recevoir ici et je précise que vous êtes la chef de Climat Québec et ancienne ministre des Ressources naturelles du Québec. Et à vos côtés, j'ai M. Jean Cloutier. Bonjour. Bonjour M. Cloutier. Ça fait plaisir. Vous êtes le candidat de Climat Québec dans la circonscription de Portneuf. Tout à fait, oui. Vous êtes également maire suppléant de Deschambault-Goroundine. Je l'ai été, je suis maire sortant. J'ai perdu mes merci. élections à la mairie, Ok. mais effectivement, j'ai eu la chance d'occuper cette fonction au cours de la dernière année. D'accord, parfait. Alors, je vais commencer avec Madame Ouellette. Madame Ouellette, pourquoi avoir choisi de présenter une candidature dans la région de Portneuf? En fait, on veut des candidatures partout au Québec et on est très heureux d'avoir Jean ici dans le comté de Portneuf parce que Jean est une personne enracinée. Il s'est impliqué beaucoup dans la région, dans toutes sortes de projets. D'ailleurs, il me disait, il s'est investi dans la région avec le film en environnement, cinéma d'environnement, donc les documentaires en environnement, et très impliqué aussi au niveau écologique et environnement depuis de nombreuses années. Un militant de l'indépendance de la première heure. Donc, pour nous, là, c'est vraiment le type de candidat impliqué avec ses citoyens qui a, on dit souvent, le cœur à la bonne place. Parce que nous, du côté de Climat Québec, si on a fondé un nouveau parti politique, c'est pas pour faire comme les autres partis politiques à l'Assemblée nationale, c'est justement pour faire très différent, pour donner un coup de barre. Et notre slogan, c'est la force de contrer les lobbies. Donc, c'est avec des gens comme Jean qui se tiennent debout, qui ont de la colonne vertébrale qu'on va pouvoir y arriver. D'accord. Alors, Monsieur Cloutier, vous, comme on l'a dit à l'entame, vous êtes maire suppléant sortant de Goroundine. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire le saut au provincial? D'abord, ça fait longtemps que je m'intéresse à la politique provinciale, comme vous dites. Avant même d'avoir 18 ans, j'ai milité pour le Oui en 1980 comme militant du Parti québécois, qui était le seul parti indépendantiste à l'époque. Et par la suite, j'ai fait une carrière dans le monde des fonctionnaires en communication. Et quand j'ai pris ma retraite, je me suis beaucoup impliqué avec le Parti vert du Québec, dont j'ai été le chef. Et je trouve important de faire la promotion de la Charte des Verts mondiaux. J'ai un réseau de contacts, on en parlait un petit peu au Sénégal, par exemple. Je connais les gens qui militent pour le Parti vert là-bas. Donc, je trouve ça important qu'il y ait des partis verts partout dans le monde. Et ici, quand Martine Ouellette a fondé le Parti Climat Québec, j'ai vu que c'était effectivement le nouveau Parti vert. Donc, comme chef du Parti vert du Québec sortant, j'ai joint Martine pour qu'on puisse faire adopter la Charte des Verts mondiaux. Chose que j'avais tenté de faire auprès du Parti Québec solidaire pendant une dizaine d'années, mais à chaque fois, on le retardait de congrès en congrès. À un moment donné, j'ai dit, écoute, ça n'arrivera jamais que Québec solidaire soit officiellement un parti vert reconnu en adoptant la Charte des Verts mondiaux. Donc, j'ai joint Climat Québec et dès les premières réunions auxquelles j'ai participé, Martine et le comité organisateur ont accepté de faire adopter la Charte des Verts mondiaux auprès des membres. Donc, pour moi, d'être candidat pour un parti vert, un parti pro-climat, c'est important. Comme retraité, j'aimerais léguer à nos enfants, à mes petits-enfants, un meilleur milieu de vie. Et pour ce faire, il faut convaincre les gouvernements en place d'adopter des programmes, des plateformes électorales qui vont faire en sorte qu'on puisse changer le monde, qu'on puisse embarquer avec le cœur, comme Martine disait, mais avec le cœur, avec la conscience verte, pour faire cette transition, faire en sorte
qu'on puisse avoir un avenir intéressant pour tout le monde. D'accord. Madame Ouellette, Portneuf est une région à la fois rurale et industrielle. Comment votre vision s'adapte-t-elle à cette réalité? Bien, le Québec, c'est le Québec des régions. C'est pas juste Montréal et Québec. Si le Québec existe, c'est à travers toutes ces régions et la diversité de ces régions-là. Et Portneuf est comme une transition. Moi, je suis candidate dans le comté d'à côté, qui est Champlain, et donc est une transition vers Québec. Et donc, il y a tout un réseau, on en parlait avec Jean, où on veut avoir du transport collectif, parce que le climat, c'est pas juste l'environnement, là. Le climat, c'est aussi le transport, c'est le développement économique, c'est la santé, c'est l'immigration. C'est toutes ces questions-là qu'il faut voir à travers le prisme du climat dans une vision d'équité sociale et économique. Et donc, il y a la partie qui rejoint l'urbanité dans Portneuf et il y a la partie plus rurale où là, on a des positions très claires sur la foresterie. Il faut une meilleure protection de nos forêts. Il va falloir couper moins de bois. On coupait des gros troncs, on coupe des petits troncs aujourd'hui, c'est pas pour rien, mais il faut qu'on maintienne l'emploi. Ça va être avec la transformation. Deuxième, troisième transformation. Comment ça se fait qu'on exporte autant de 2x4 aux États-Unis, pas transformé? Donc, ça va permettre de créer des emplois. Et l'agriculture. L'agriculture, qui est aussi un élément important dans Portneuf, on veut favoriser les circuits courts, on veut favoriser l'autonomie alimentaire, on veut aider les fermiers. C'est de plus en plus difficile d'être agriculteur, là. Ils ont tellement de contraintes. Donc, je discutais justement en fin de semaine avec un jeune couple d'agriculteurs, puis il me disait, écoutez, c'est rendu tellement difficile, donc il va falloir trouver une autre façon de venir les aider. D'abord, il faut protéger les terres agricoles. Oui. Ça, bien sûr que le TGV, le projet, le tracé actuel ne convient pas du tout aux agriculteurs. Ça, on est derrière eux aussi pour protéger leurs terres agricoles. Un moratoire sur tout dézonage de terres agricoles. D'accord. Je vais revenir voilà, sur vous, Monsieur Cloutier. Comme on l'a dit à l'entame, vous êtes maire suppléant sortant de Deschambault-Gorondine. En quoi cette expérience vous aide vraiment, vous aiderait-elle voilà, à l'Assemblée nationale, par exemple, Mais, si vous arrivez vraiment à être élu comme député? D'abord, pour être maire suppléant, il faut être conseiller municipal. Donc ça, effectivement, au cours des 4 dernières années, j'ai beaucoup apprécié d'être conseiller municipal. J'aurais bien aimé, comme vous le mentionnez, être maire, être élu pour succéder au maire que je suppléais. Mais lorsque j'étais conseiller municipal, par exemple, j'ai siégé à la Régie verte, qui s'appelle Récolo aujourd'hui, donc la Régie de la gestion des matières résiduelles, et que nous allons aller visiter après cet entretien. Et je vais montrer à Martine tous les efforts qu'on fait dans Portneuf, qui sont des exemples à donner dans le reste de l'État du Québec. Et donc, la grande réalisation qu'on a fait, par exemple, là-bas, c'est de pouvoir s'assurer que quand on fait du compost, des fois, on demande aux gens de faire leur part. Et qu'est-ce que ça donne par la suite? Bien, ça donne qu'on peut fabriquer de la terre avec le compost. Et les gens, prochainement, pourront aller dans leur éco-centre chercher de la terre pour faire leur propre agriculture. Ça, c'est une façon de contribuer au bien-être des gens, à l'autosuffisance alimentaire, avec leurs déchets, avec leurs résidus alimentaires. Donc ça, pour moi, c'est important de faire en sorte que les citoyens puissent aller chercher leur terre, puis les encourager à faire leur culture. Puis une des belles réalisations que j'ai faites avant d'être conseiller municipal, qui a fait en sorte que ça m'a permis d'être connu auprès de la population, c'est que comme cofondateur de Solidarité citoyenne Portneuf, on a installé un réseau de distribution de produits alimentaires dans les frigos solidaires. Donc moi, je suis fier d'avoir installé le premier frigo solidaire dans la région de Portneuf à Grondines, dans ce qu'on appelle le dépanneur POP autonome. J'ai beaucoup travaillé aussi pour qu'on puisse transformer cette caisse populaire en dépanneur autonome pour que les gens puissent y aller eux-mêmes. Donc c'est là qu'on a installé le premier frigo solidaire. Alors ça m'a fait connaître aussi d'installer un four à pain pour autofinancer ce dépanneur. Donc ça m'a fait connaître auprès de la population. Mais ce dont je suis plus fier, c'est d'avoir réussi à convaincre les fonds de développement durable d'Alcoa pour aménager une première serre pédagogique pour montrer aux jeunes comment faire pour
produire en serre. Donc, il a fallu trouver des subventions pour amener l'électricité qui permet de chauffer les serres 12 mois par année et de faire en sorte que ces légumes qu'on produit là soient distribués dans les frigos solidaires. Moi, je suis bien fier de ça, mais ça a fait en sorte que j'ai pu être élu à l'époque comme conseiller municipal. Mais là, pour me retrouver à l'Assemblée nationale, effectivement, j'ai eu la chance de participer à des congrès verts à travers le monde et voir comment certains pays ont réussi à avoir leur premier député vert. Alors, j'ai bien confiance avec le combat que Martine a mené à Champlain contre les éoliennes et la privatisation d'Hydro-Québec, supporter des conseillers municipaux là-bas qui vont probablement l'aider elle-même à devenir députée verte. Moi, dans le coin, je veux prendre l'été, justement, et tout l'automne pour convaincre mes anciens collègues, conseillers municipaux et les maires qui ont heureusement été réélus de l'importance de mettre en priorité l'environnement, la protection de l'environnement, la protection de nos terres agricoles, la diminution de l'émanation des gaz à effet de serre, donc de s'intéresser au transport en commun, collectif et actif, gratuit. Et un des projets que je veux mettre de l'avant, puis que je souhaite que tous les autres partis nous supportent là-dedans, c'est que pour qu'on puisse communiquer entre nous à travers la MRC de Portneuf, d'avoir un système d'auto et de vélo partage électrique. Pourquoi au dépanneur où on a un four à pain, où on a un frigo solidaire, il n'y aurait pas juste à côté une voiture que les gens peuvent utiliser, partager avec d'autres, se rendre au village d'à côté, stationner la voiture là pour qu'elle puisse être utilisée par quelqu'un d'autre. L'auto solo pour faire un aller-retour à Québec avec sa propre voiture qui dort dans 2 stationnements, soit chez eux ou à son travail, c'est l'ancien temps. Il faut voir plus loin et faire en sorte comment chacun, par leurs actions, puisse diminuer les gaz à effet de serre, encourager la sécurité alimentaire de la production chez eux. Et vraiment, notre programme est un programme exemplaire qui doit être dans une campagne électorale pour qu'on puisse influencer les gouvernements qui seront élus. Moi, je souhaite être, avec Martine, les 2 premiers députés vraiment verts qui puissent faire en sorte qu'on ait des actions gouvernementales proches de ce que les citoyens souhaitent. Vous savez, je suis allé à la présentation des consultations publiques du premier plan climat de la MRC de Portneuf. Et là, j'ai entendu les préoccupations des gens. Bien, moi, je vais être celui qui va amener ça à l'Assemblée nationale, comme vous me suggérez la question. Et quelles étaient ces préoccupations qu'on a entendues le 21 avril dernier? La protection des berges de nos rivières et du fleuve Saint-Laurent. Je n'ai pas besoin de parler trop longtemps aux gens de Saint-Raymond. On était chez Tiwi tout à l'heure à côté. On l'a vu, la rivière. Les gens connaissent comment la rivière peut déborder et faire en sorte qu'on doit mettre en priorité la protection de nos berges, des rivières et du fleuve Saint-Laurent. On doit faire en sorte qu'on empêche le dézonage agricole pour faire un tracé d'un TGV qui va faire en sorte que, dans le fond, est-ce qu'on a vraiment besoin de se rendre à Toronto en quelques heures? Peut-être que c'est un autre tracé. Oui, il faut utiliser les voies ferrées actuelles pour faire du transport collectif. Vous savez, ça existe, là, il y a des voies ferrées entre Québec et Pont-Rouge. Pourquoi, au lieu de construire d'autres routes ou de construire une nouvelle route parce qu'il y a trop de trafic à Pont-Rouge, encourageons les gens à prendre le train, à prendre le vélo ou l'auto-partage pour se rendre à la station de train de Pont-Rouge et se rendre à Québec travailler. C'est possible de faire les deux. D'accord, parfait. Alors, Madame Ouellette, je reviens vers vous. La région de Portneuf est une zone, voilà, une circonscription où il y a souvent des tensions entre développement économique et protection des milieux naturels. Comment vous comptez concilier les 2 aspects? Bien, moi, je pense qu'il faut que les acteurs, quand on parle de développement économique, il faut que ça enrichisse l'ensemble de la collectivité. On ne peut plus se permettre d'accepter des projets où on fonce dans le mur, comme le projet, par exemple, dans la circonscription voisine de TES Canada, qui est de l'hydrogène, qui est absurde, des éoliennes privées sur des terres agricoles. On a besoin de nos terres agricoles. Donc, l'agriculture, c'est aussi du développement économique. Donc, il ne faut pas bloquer l'agriculture par des mauvais projets de développement économique. Il y a des bons projets de développement économique et il y a des mauvais projets. Et il faut être clairvoyant dans ça. Des projets comme Norvolt, qui nous ont coûté 600 millions de dollars, dans laquelle les gouvernements étaient prêts à investir 7,3 milliards dans une entreprise qui était juste une start-up, qui n'était même pas capable de faire fonctionner une seule ligne de production.
il y a un problème là. Je veux dire, on a des élus qui ont manqué de clairvoyance, de compétences et peut-être d'autres choses. Mais donc, de l'argent, il y en a. Il faut faire des choix judicieux. L'électricité qu'on a, on ne peut plus se mettre à développer à tout crin, harnacher toutes les rivières, mettre des éoliennes partout sur le territoire. C'est pas vrai. Donc, il faut l'utiliser judicieusement, cette électricité-là, et favoriser les deuxièmes, les troisièmes transformations, que ce soit pour le bois ou que ce soit pour l'aluminium. Ben oui, l'aluminium. On a de l'aluminium beaucoup au Québec. On a, oui, Alcoa, on a Alcan, on a Alouette plus loin à Sept-Îles. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de transformation au Québec? Ailleurs dans le monde, quand il y en a, c'est pas pour les beaux yeux des entreprises, c'est parce que les gouvernements l'exigent. Donc, il faut de la volonté politique. Et c'est ça qui manque actuellement. Les lobbies ont le droit de demander, mais on n'est pas obligé de tout leur donner. Et il faut qu'on arrête, il faut que les politiciens arrêtent de tout donner aux lobbies. Et c'est ça qui va faire la grande différence, que ce soit pour le développement économique, que ce soit pour le transport. Comme le projet du vieux tramway à Québec, là, c'est de la technologie complètement dépassée. Mais c'est quel lobby qui est en arrière de ça? C'est Alstom, une Française, une étrangère française à travers la Caisse de dépôt et de placement. C'est pas normal. On devrait faire d'un tramway sans rail intelligent 10 fois plus de kilomètres pour le même argent. Donc, il faut arrêter en santé la même chose. C'est les lobbies qui poussent vers la privatisation qui nous coûte une fortune. Donc, la force de contrer les lobbies, ça va être vraiment notre leitmotiv. Il faut faire attention aussi, comme les lobbies, entre autres, ça peut être l'UPA, l'Union des producteurs agricoles. Je sais que le président actuel de l'UPA régional de Portneuf est contre le TGV, par exemple. Ouais. Mais quand on est représentant juste des agriculteurs, on est comme une sorte de lobby. Pour moi, c'est pas pareil, parce que quand je parle des lobbies, c'est vraiment les lobbies économiques. Mais c'est sûr que dans l'UPA, il va falloir se poser des questions parce qu'il y a des très gros agriculteurs, il y a des plus petits agriculteurs, et moi, l'agriculture biologique. L'agriculture aussi, biologique. sont mal représentés par les gens de l'UPA. L'agriculture de proximité, il y a actuellement un déséquilibre. Donc, comment refaire ce rééquilibre? On aura des discussions à faire avec l'UPA. Comment on est capable de recréer cet équilibre-là pour que ce ne soit pas juste des gros intégrateurs qui puissent avoir là, une voix plus forte, là. D'accord, parfait. Monsieur Cloutier, vous êtes connu et reconnu pour votre militantisme pour l'écologie. Voilà, vous êtes un fervent environnementaliste et vous avez milité au sein de plusieurs mouvements écologistes québécois. Je pense même que vous étiez président des Amis de la Terre de Québec. Ouais. Exactement, et également membre fondateur du Parti vert du Québec aussi. Oui, Parti vert municipal à Québec. Oui, c'est ça. Donc, vraiment. Et j'ai été président de l'aile québécoise du Parti vert du Canada. Donc, que ce soit au fédéral, au provincial, au municipal. Ouais. Et à l'international, j'ai travaillé très fort à faire en sorte qu'on puisse s'unir ensemble pour aller plus loin avec ces idées et cette conscience verte. Là. Justement. Alors, pourquoi décidez-vous aujourd'hui de rejoindre Climat Québec? En fait, j'étais déjà candidat il y a 4 ans. Pour moi, ce n'est pas si nouveau que ça. Okay. Ce qui est nouveau, c'est d'être candidat dans Portneuf, l'endroit où je vis depuis une dizaine d'années. Okay. Ce qui m'a amené ici, il y a une dizaine d'années, c'était mon implication avec le Festival de films pour l'environnement, qui va très bien. J'aidais au financement à l'époque. J'ai moi-même présenté quelques-uns de mes films, là, et je continue à être bénévole là-bas et de participer. Donc oui, comme président des Amis de la Terre de Québec, une des choses dont je suis fier, j'invite les gens, si jamais vous avez besoin d'aide alimentaire, allez sur le site des Amis de la Terre, où on retrouve tous les frigos solidaires à travers le Québec. Dont la dizaine qu'il y a ici dans la région de Portneuf. Donc ça, je suis très fier de cet engagement. Ça m'a permis de participer au COP 21 et d'y côtoyer, entre autres, Stéphane Guilbeault, que je salue, d'avoir quitté un parti qui n'était plus aussi vert qu'il le pensait. Alors ça, j'ai aucun doute, moi, avec Martine Ouellette. Je l'ai connue du temps qu'elle était candidate aussi comme chef du Parti québécois. Ouais. Les 2 fois qu'elle était candidate, j'étais son support et c'était vraiment la seule candidate qui avait une conscience verte. Mais j'ai réalisé que dans le PQ, il y avait à peine 10-15 % des gens qui ont voté pour Martine quand elle s'est présentée à la chose. Pour moi, le Parti québécois, c'est qu'il y a 1 personne sur 5, 1 personne sur 6 qui a cette conscience verte, alors que 100 % des membres de Climat Québec, 100 % des candidats
qu'on aura dans toutes les circonscriptions électorales auront cette conscience verte et inspirés de ces grands groupes écologistes auxquels j'ai participé, que ce soit en politique fédérale, provinciale, municipale ou avec les Amis de la Terre, qui m'a permis de développer un réseau de contacts à travers le monde. Ouais. D'accord. Madame Ouellette, vous avez travaillé à Hydro-Québec. Voilà, vous avez dirigé de grands projets de l'entreprise et également vous étiez ministre des Ressources naturelles et vous savez que Hydro-Québec et le développement énergétique, les projets énergétiques occupent une place très importante au Québec. Alors, selon vous, quelle doit être vraiment la place de Hydro-Québec et des projets énergétiques dans Portneuf ou bien dans les régions d'une manière générale? En fait, globalement, on doit arrêter, bloquer complètement toute privatisation d'électricité, que ce soit au niveau de l'éolien ou autrement. Hydro-Québec, c'est le vaisseau amiral. Et un contrôle public de l'électricité est essentiel parce que qui contrôle l'électricité contrôlera l'intelligence artificielle. Qui contrôle l'électricité contrôle le développement économique. Et là, avec des projets d'éolien privé, avec des projets comme TES Canada, on retourne en arrière avant la nationalisation de l'électricité avec les trusts privés d'électricité qui amenaient plein d'iniquités, d'inégalités, des coûts astronomiques pour les régions. Et on est en train de retourner à ça. Donc, il faut donner un gros coup de barre et complètement arrêter toute privatisation d'Hydro-Québec. Ça, c'est vraiment essentiel. Et moi, j'ai fait les calculs. Vous allez peut-être être surpris parce qu'on n'a pas arrêté de nous parler de pénurie, qu'on était tellement en pénurie qu'il fallait construire vite, puis même passer à côté de toutes les règles environnementales et les consultations. C'est une pénurie inventée de toutes pièces. Il y a assez d'électricité pour faire toute la décarbonation du Québec. C'est possible de le faire, mais il faut faire des choix judicieux. Il faut arrêter d'accepter des projets d'hydrogène qui ne sont pas verts du tout, des projets de gros centres de données pour ailleurs, des projets de crypto-monnaies qui n'ont pas de valeur ajoutée et même au contraire, crypto-monnaie, c'est pas mal proche des arnaques. Donc, et faire des choix judicieux de dire quand on a des usines, par exemple comme les alumineries, les papetières qui consomment beaucoup, les scieries qui consomment beaucoup d'électricité, bien, il faut faire plus de travail avec ce qu'on a. Donc, je reviens à la transformation, deuxième, troisième transformation. Il faut être judicieux dans nos choix. Et ça, c'est vraiment important. Donc, moi, j'ai fait près de 20 ans chez Hydro-Québec et je sais la valeur de cette entreprise-là. L'expertise qu'il y a dans cette entreprise-là, elle est incroyable et il faut maintenir public. C'est un service public, l'électricité. On est au Québec, il fait froid l'hiver. C'est pas partout, mais ici, il fait froid l'hiver. Puis maintenant, il fait chaud l'été, il faut climatiser. C'est un service public. C'est essentiel au bien-être de la population. C'est pas vrai que ça doit être géré en seule fonction du profit et de l'argent. Et l'entreprise privée, c'est normal. Mais elle ne va gérer qu'en fonction du profit. Et quand on gère sur des services publics qui sont nécessaires au bien-être de la population, ça ne doit pas être géré seulement qu'en fonction de l'argent. D'accord. Monsieur Cloutier, la région de Portneuf fait face à des défis. Voilà, selon vous, quels sont les principaux enjeux auxquels la circonscription de Portneuf fait face? Bien, c'est le transport. Je pense qu'on connaît la distance pour ceux qui travaillent à Québec, qui travaillent à travers le comté, qui doivent faire de longues routes. Je pense qu'il faut vraiment mettre en priorité le transport collectif et actif pour que les gens puissent mieux se transporter entre chacune des municipalités. Ça, que ce soit en encourageant un train de banlieue, en utilisant les rails actuels, que ce soit en encourageant les projets d'auto et vélo partage entre municipalités. Il faut absolument mettre ça en priorité, mais comme je vous le mentionnais, lors des consultations publiques du plan climat rédigé à mettre en œuvre pour la MRC de Portneuf, les gens ont beaucoup soulevé l'importance non seulement des berges, des rivières et du fleuve, mais la qualité de l'eau potable. Vous savez,
Sans eau, quand on a visité l'Afrique, on comprend l'importance de cet enjeu. J'ai encore des amis du Sénégal qui m'appellent pour demander de l'argent pour payer des tuyaux pour amener l'eau parce que des minières canadiennes ont pollué leur eau avec de l'arsenic. Ça rend les femmes infertiles. Pour moi, il faut prendre action. Ici, il faut s'assurer que tous les réseaux d'aqueducs soient bien financés. Je sais, comme conseiller municipal puis maire suppléant, on s'assoit puis on a toujours des projets. Il y a des rangs qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'aqueduc, qui ont de la misère avec leurs eaux usées. Il faut vraiment faire en sorte que l'eau est essentielle à la vie. Si elle est si essentielle, bien, mettons en priorité la protection de l'eau. Quand il y a des terres agricoles où on fait de l'épandage, puis proche des aquifères, proche des sources d'eau, comme à Sainte-Christine d'Auvergne, il faut qu'il y ait un député qui se lève, puis qui n'ait pas peur des lobbies, puis qui dise, voici, c'est important, nos citoyens doivent avoir de l'eau, ils doivent être capables de se transporter de moyens économiques et de faire en sorte qu'on puisse bien nourrir la population avec des produits biologiques. Donc moi, c'est les produits que les gens connaissent. Je ne fais pas juste en parler. J'ai fait pour ma communauté un projet de serre pédagogique qu'on a réussi à financer avec plusieurs ministères. Aujourd'hui, on peut produire en serre 12 mois par année, peu importe la température, des légumes qui sont redistribués aux gens qui sont dans le besoin. On n'a pas une grande présence de l'itinérance dans Portneuf, mais ça viendra. Qui est en train de se lever présentement pour faire en sorte qu'on prévient le logement pour les gens en itinérance, qu'on nourrisse bien les gens qui sont dans le besoin? Les frigos solidaires, par exemple, ceux qui ne sont pas sur des banques alimentaires et qui sont gênés de l'être, bien, ils peuvent aller 24 heures sur 24 dans un frigo solidaire. Ça, je suis fier d'avoir amené ça avec les actions que j'ai pu trouver, avec les sources de financement, avec l'implication citoyenne que j'ai eue. Et quand je vais être député, bien, je vais être du côté de ceux qui financent ces organismes-là, comme un bon député doit le faire. D'accord. Puis juste pour le coût de la vie, quand on parle de transport collectif, pour nous, le transport collectif, c'est gratuit. Oui. C'est une des mesures pour diminuer le coût de la vie. S'il y a moins de dépenses à faire pour le transport, bien, il reste plus d'argent pour le logement, puis pour la nourriture et les autres activités. Et on veut pas cogner sur la tête des automobilistes, mais leur offrir une alternative. Et donc, on veut que le transport collectif soit gratuit. Puis encore une fois, si on veut que ces projets-là se fassent, si on veut qu'il n'y ait pas de TGV sur nos terres agricoles, il faut que le Québec soit un pays indépendant. Je ne sais pas si vous voyez le lien, mais c'est le Canada qui nous impose ce TGV. C'est le Canada qui nous impose d'accepter ce que l'Alberta veut. C'est le Canada qui nous empêche de gérer nos propres lois, d'avoir nos propres impôts qu'on garde ici pour gérer ces projets-là et les autofinancer, et de signer nos propres traités internationaux. Comme ancien diplomate, je peux vous dire l'importance des relations internationales. Et le Québec a une très bonne réputation, beaucoup mieux que celle du Canada, qui est un État pétrolier. Donc, en votant pour un parti vert indépendantiste, on atteint un double objectif, de se débarrasser de ceux qui font en sorte que le gouvernement porte des actions contre nos propres priorités. Et quand on pourra gérer notre pays avec nos propres priorités, on pourra investir dans les projets que nous, on pense qui sont le mieux. Puis c'est pas d'investir dans un pipeline dans l'Ouest. C'est pas de se faire rentrer un pipeline dans le Québec, mais c'est plutôt de prendre nos priorités, puis de prendre justement Hydro-Québec, qui est notre moteur économique, et de faire en sorte qu'avec les outils comme la Caisse de dépôt et de placement, qu'on puisse faire du Québec un pays indépendant et vert en plus. D'accord. Bon, pour rebondir sur l'itinérance, c'est bien une réalité ici dans Portneuf, mais c'est plutôt caché. Voilà, ici... À Donnacona un petit peu, à Saint-Raymond un petit peu, oui. C'est ça, mais voilà, c'est caché. Voilà, c'est pas très visible, mais quand même, c'est une réalité dans Portneuf. Il y a même un documentaire qui a été réalisé, oui. Voilà, qui a été diffusé également sur CJSR. Oui, avec Charles Laviolette, que je souhaitais rencontrer ici, mais je pense qu'il y a d'autres projets que de continuer à réaliser des émissions de télé ici. C'est un voisin que j'aime bien. Là. Oui, tout à fait. Madame Violette, souvent dans les petites municipalités, les citoyens se sentent oubliés dans les grandes politiques municipales. Que leur répondez-vous? Bien, dans les grandes politiques municipales, en fait, ça va être, à ce moment-là, c'est leur conseil municipal, mais c'est clair que pour les petites municipalités,
qu'on parle des réseaux d'aqueducs ou de réseaux d'égouts, qu'on parle d'itinérance, les petites municipalités n'ont même pas les moyens souvent de mettre, souvent c'est un 15 qu'elles doivent mettre, là, de mettre le 15 pour avoir accès. Fait qu'il faut avoir une approche qui est plus adaptée et augmenter ces pourcentages-là parce qu'au niveau du financement provincial, parce que les petites municipalités ne peuvent pas se le permettre. Et on parlait d'itinérance tantôt, et moi je trouve que comme société, le niveau d'itinérance qu'on a, que ce soit dans les grands centres urbains, puis maintenant c'est les grands centres urbains, ce n'est plus que Montréal, ce n'est plus que Québec, c'est aussi Chicoutimi, Sherbrooke, Trois-Rivières, et maintenant aussi dans certaines plus petites municipalités, ce n'est pas normal qu'une société abandonne ses citoyens comme ça. Ce n'est pas normal et ce n'est pas une question d'argent. On a gaspillé, mais excusez-moi l'expression chinoise, down the drain, 600 millions avec Norvolt. Les problèmes d'itinérance, il faut du financement. L'argent ne sera pas suffisant, mais il faut construire du logement. J'ai parlé avec des groupes, il y avait une partielle dans Chicoutimi, ils m'ont expliqué, là, ça nous prend trois catégories de logement. Du logement supervisé 24/7, du logement supervisé dans la journée et du logement social. Pas du logement abordable. Là, nos politiciens s'en vont tout le temps avec le logement abordable. Et pourquoi l'utilisation du mot abordable plutôt que social? Encore les lobbies immobiliers qui veulent construire des projets, qui, pour faire approuver leurs projets, vont dire on a quelques logements abordables, ça va durer quelques années, puis après ça, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas un engagement à vie pour le logement abordable, là. Donc, le logement abordable n'est pas une solution. Ça prend du logement social. Ça fait depuis 1994 que le fédéral a coupé ses subventions dans les HLM. Et aujourd'hui, on dit que c'est bien épouvantable, puis on essaie de mettre sur le dos de toutes sortes de choses, en particulier l'immigration, le fait qu'il manque de logement social. Mais voyons donc, c'est pas l'immigration. Depuis 1994 qu'on n'en construit pas, là. Donc, il faut construire du logement social, subventionné, et il faut que les municipalités aient l'argent nécessaire pour les gérer, parce que ceux qui ont été construits sont pas entretenus comme ils le devraient par manque d'argent. Donc, on va devoir revoir la fiscalité entre les responsabilités municipales, parce que ce que fait le provincial, il a pelleté dans le cours des municipalités, il a pelleté les responsabilités, mais pas l'argent, par exemple. Donc, en récupérant tout notre argent d'Ottawa, là, on va récupérer quand même un assez gros montant, bien, il va falloir voir comment rééquilibrer avec les municipalités en fonction des responsabilités qui leur sont données. Il y a un beau projet de l'ACONA de logement social auquel j'avais contribué quand j'étais dans Solidarité citoyenne Portneuf, où effectivement, il y a une quinzaine de personnes qui sont dans un logement supervisé et pour une sorte de réintégration. Donc ça, je sais que ça avait été une réponse à l'itinérance dans l'ACONA. Puis en plus, on y a installé une cuisine collective où on produisait on produit encore, moi je suis plus impliqué, mais des mets préparés qui sont redistribués dans les frigos solidaires. Donc, il y a une façon d'intégrer, et ça, c'est le ministère de la Santé qui est derrière ça aussi, qu'il faut, ça fait partie. Pour garder une population en santé, il faut que le ministère de la Santé fasse aussi autre chose que de gérer des hôpitaux. D'accord. Justement, le coût du logement est vraiment un enjeu majeur dans la région. En plus de ça, il y a également le coût de la vie qui est également une préoccupation majeure, voilà, une préoccupation de taille pour les citoyens de Portneuf. Quelle réponse propose Climat Québec? Bien, justement, dans notre programme, on a des programmes où on encourage l'habitation, comme Martine vient très bien de l'expliquer, le fait qu'on ait le transport gratuit, éventuellement, si en plus on peut y joindre le train gratuit, en plus de l'autobus de CRTP que les gens connaissent, qui au lieu de payer 5 $ ou plus, ça soit gratuit, c'est une façon concrète d'aider. Donc, une fois qu'on a aidé les gens à se loger, à se transporter, bien là, il faut se nourrir. Donc, les frigos solidaires et d'encourager d'en avoir plus et d'encourager la préparation de mets préparés pour qu'on puisse garnir encore plus
et de faire toute l'aide qui a été développée. Et il y a eu beaucoup de travail qui ont été fait. Je suis certain que vous avez invité des leaders, des gens qui m'ont succédé dans la Solidarité Soins de Portneuf, qui ont plein de beaux projets pour aider avec Portneuf ensemble. Alors, j'étais là à l'origine d'avoir en un organisme qui chapeaute tous les autres qui s'occupent d'habitation, de transport, d'aide alimentaire. Je pense que dans Portneuf, on est chanceux d'avoir ces structures-là. J'ai tellement hâte d'être un député puis de mettre en priorité ces organismes-là, ce qui veut dire que quand ils vont m'appeler pour une aide, je connais déjà les programmes parce que moi, j'étais demandeur, mais là, j'ai hâte d'être celui qui envoie le chèque, qui finance et qui va les visiter pour dire qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour vous pour baisser le coût de la vie, outre ce qu'il faut manger, se loger et se transporter. Dans les autres éléments du coût de la vie, on est pour la gratuité du primaire à l'université. Donc, ça aussi, ça diminue le coût de la vie. On est aussi pour l'arrêt de l'augmentation de tarifs des CPE et que tous les enfants puissent avoir une place en CPE et non pas en garderie privée où ça coûte très cher. Donc, ça aussi, c'est important. Et le fait de ne pas privatiser l'électricité et d'arrêter de faire des projets d'éolien privés qui ces projets-là ont augmenté le prix de l'électricité, de garder des tarifs bas pour les citoyens. Ça aussi, ça a un impact important sur le coût de la vie parce que la facture de chauffage est quand même une facture importante. Donc, ce sont tous des éléments qui vont dans le sens du bien commun et qui permettent une réduction du coût de la vie. D'accord, parfait. Sur le terrain, Madame Ouellette, est-ce que vous observez ou bien vous sentez vraiment un intérêt réel des citoyens pour les changements climatiques? Oui, il y en a un, mais pas directement comme ça. Quand on dit les enjeux climatiques, c'est comme trop global. Mais oui, chez eux, les gens veulent une amélioration de leur qualité de vie. Les gens sont intéressés par un nouveau parti qui va les écouter. Mais malheureusement, Climat Québec n'est pas très connu. Climat Québec fait face à un grand blocage médiatique, antidémocratique. À chacune des élections, on a le même problème. Donc, merci de nous inviter ici dans les télévisions communautaires parce que les télévisions privées ont tous leur propre agenda politique et on est capable de deviner par leurs émissions, les commentaires majoritaires. Il y a toujours des commentaires minoritaires, mais dans leur prise de position politique. Et certains médias, comme la presse, ne se gênent même pas de prendre des positions très fédéralistes, anti-indépendantistes, par exemple. Donc, c'est ça. Et les gens sont, moi, je vous dirais ce que je reçois du terrain, les gens sont découragés du politique. À la limite, ils n'y croient plus et ça, c'est triste parce que si ils libèrent la place, bien, les lobbies vont prendre toute la place. Le pouvoir citoyen, il est très fort. Il est plus fort que l'argent, il est plus fort que les lobbies, mais encore faut-il l'exercer. Et de voir depuis si longtemps des élus qui sont trop au service des lobbies et qui prennent des décisions en fonction des intérêts des milliardaires et non pas des intérêts de la population sur le terrain. Les gens sont découragés, je vous dirais même dans certains cas écœurés. Et ça, il faut insuffler de l'espoir parce que c'est ça, la démocratie, ça vient de la base. Si les gens se retirent et démissionnent, bien, le politique, ça va être difficile qu'il soit au service de ces gens-là parce que c'est les affairistes qui vont prendre toute la place. Donc, moi, j'invite les gens à réinvestir le milieu politique parce que les solutions à différents problèmes sont politiques. Ce sont des choix politiques et l'argent, il y en a, mais il faut choisir de l'investir pour le bien commun plutôt que pour enrichir les milliardaires. D'accord. Monsieur Cloutier, la transition énergétique occupe une place de choix, voilà, et même, je pourrais dire même, est au cœur de Climat Québec, voilà. Alors, comment comptez-vous traduire cette vision dans la région de Portneuf une fois élu? Une fois élu, c'est sûr que je serai parmi ceux, une partie connaît plus que moi le rôle de député. Moi, le plus proche que j'ai été de l'Assemblée nationale, c'était guide touristique. J'étais guide à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Je connais très bien toute la structure, mais j'ai jamais eu
j'expliquais le rôle du député aux visiteurs de l'Assemblée nationale, mais j'ai jamais, moi, été derrière les portes closes et tout. Mais effectivement, c'est un rêve pour moi de pouvoir participer comme acteur principal aux commissions parlementaires, puis évidemment aux commissions qui fabriquent les lois, qui ont un lien, un impact sur l'environnement, sur la transition écologique. Alors, pour moi, c'est un rêve d'être un législateur dans ce domaine-là, et ça en serait ma priorité, c'est sûr. Comme par exemple, quand j'étais conseiller municipal, bien sûr que le maire m'a nommé dans tous les comités qui avaient un petit brin d'environnement, que ce soit à la Régie verte pour gérer nos déchets, que ce soit en créant une commission consultative en environnement. Et ça, quand j'allais au congrès de la Fédération québécoise des municipalités ou de l'Union des municipalités, des gens on était membre des deux, je prenais le micro et je parlais et je rencontrais les proches du ministère des Affaires municipales et de la ministre pour leur demander d'inclure dans la loi qui régit et qui édicte les actions des municipalités, d'obliger d'avoir une commission consultative en environnement. Tout le monde qui ont un peu fréquenté leur municipalité connaissent la commission consultative en urbanisme. Quand vous voulez demander un permis pour faire une modification, que ce soit construire un poulailler pour vos poules ou un garage pour votre pick-up, vous avez besoin d'avoir l'assentiment, l'autorisation du comité consultatif en urbanisme. Pourquoi on n'a pas l'équivalent en environnement? Je rêve d'être l'instigateur d'une loi, la loi Cloutier, comme ils disent en France, où on oblige les municipalités à avoir une commission, pas juste en urbanisme, en environnement, pour que tout ce qui a un impact sur l'environnement passe par là et que les conseillers municipaux aient un rôle à jouer aussi à la MRC en environnement. C'est pour ça que j'ai été le premier et probablement le seul ancien élu et futur candidat aux élections provinciales qui s'en viennent à participer aux consultations publiques pour le plan climat de la MRC. Beaucoup de choses que vous avez entendues aujourd'hui, je les ai mentionnées et on a soulevé et j'ai entendu les besoins des gens. Donc, je veux être celui qui fasse en sorte que les municipalités ont plus de pouvoir pour dire, par exemple, si on doit couper un arbre, pourquoi ce serait un urbaniste qui décide de ça? Il y a des spécialistes qui savent quelle essence d'arbres planter, pourquoi ne pas couper ceux-ci qui protègent les berges, pourquoi pas plus planter tels arbres. Donc, il y a plein de décisions qui se prennent dans les conseils municipaux à travers le Québec où on n'a pas à les faire valider par des experts ou qu'on n'a pas à demander aux citoyens leur opinion. Un comité consultatif en environnement, c'est comme un mini-BAP dans une municipalité. Alors nous, on est pour, dans beaucoup de dossiers, que ce soit les éoliennes ou autres, on veut qu'il y ait le bureau des audiences publiques en environnement qui puisse créer une commission pour qu'on puisse entendre les citoyens, puis que quand le promoteur sort un projet de son chapeau, qu'il puisse être évalué par les citoyens. Donc ça ne se fait pas juste à l'échelle fédérale, provinciale, mais à l'échelle municipale. On devrait avoir des mini-BAP, des mini-audiences qui se concentrent juste sur les dossiers qui ont un impact sur l'environnement, qui peuvent faire... Et je sais qu'une conseillère municipale, qui est la maire suppléante aujourd'hui de Deschambault-Grondines, elle faisait partie de ce comité consultatif en environnement qu'on avait créé pour la municipalité, la première et la seule dans la MRC, qui disait, genre, il ne faut pas juste empêcher les gens de faire des choses. Il faut que ces commissions consultatives deviennent des promoteurs de bonnes actions, comme par exemple d'encourager les gens à aller porter leurs déchets dans les écocentres, donc de faire que le comité soit aussi quelqu'un qui fait la promotion des bonnes actions. Et je terminerai en disant qu'une des choses dont je suis fier aussi quand j'étais président de qualité de vie éco-durable, c'est d'avoir créé des clubs écolos dans les terrains de jeu. Imaginez-vous cet été que vous allez au terrain de jeu puis il y a une équipe d'animateurs qui se promènent dans chacune des municipalités pour dire aux jeunes de 5 ans à 12 ans quelles sont les bonnes actions qu'on peut faire pour sauver la planète, comme dirait l'autre. Et il y a plein de bons exemples d'activités ludiques qu'on faisait faire aux jeunes qui, sans s'en apercevoir, deviennent eux-mêmes des promoteurs de bonnes actions. Juste un exemple, pour montrer aux jeunes comment c'est important l'eau potable, on faisait des courses avec des bouteilles de Coca-Cola de 2 litres, là, si on peut dire, avec des trous dedans. Et là, on demandait aux jeunes de boucher les trous avec leurs mains, mais de courir 50 mètres en protégeant l'eau. Et l'équipe qui avait réussi à conserver le plus d'eau se méritaient de bonnes actions au cours de la semaine. Ces jeunes-là étaient ceux qui sensibilisaient le lendemain auprès de leurs parents l'importance de la qualité de l'eau, de ne pas laisser couler l'eau quand on se brosse les dents trop longtemps. Plein de petits gestes comme ça. Et c'était les jeunes à qui on disait, ce soir, vous allez évaluer vos parents, comment ils gèrent le bac bleu chez vous.
Et quand les jeunes revenaient le lendemain, ils disaient « Ah, mes parents, ils gèrent le bac bleu à peu près 5 sur 10. » On leur disait « Bien, qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'était pas correct? » On leur disait « Bien, là, ce soir, vous allez dire à vos parents. » Moi, j'ai confiance en la jeunesse d'aujourd'hui. Quand on leur donne le goût de protéger la planète, d'avoir de bonnes actions, c'est eux qui vont faire changer le comportement de leurs parents et qui, quand ils auront 18 ans, voteront pour Climat Québec. D'accord. D'accord. Madame Ouellette, vous l'avez souligné tout à l'heure, Climat Québec est un parti qui n'a pas la même visibilité médiatique que les partis traditionnels et qu'il y a de plus en plus de méfiance des citoyens voilà, vis-à-vis de la politique. Voilà, il y a ce désintérêt-là vraiment qui est exprimé. Du coup, comment comptez-vous vraiment convaincre les citoyens, les électeurs que Climat Québec est une alternative crédible et, voilà, et que ce parti pourrait vraiment être une alternative au parti traditionnel? Bien, on revient à la base. On revient sur le terrain. J'ai déjà commencé, moi, dans le comté de Champlain, et c'est ce qu'on va faire tantôt, à des assemblées de cuisine, des 5 à 7 dans des cafés, dans des restos. On va rencontrer les gens, répondre à leurs questions. Et ce que Climat Québec a fait depuis la dernière élection 2022, on travaille avec les citoyens sur leurs dossiers. Donc, les comités de citoyens, on les outille, on prépare avec eux, on est présent avec eux au niveau des conseils municipaux. Je vois Marie-Claude Archambault, qui est candidate dans Blainville, qui a travaillé beaucoup sur le dossier de Stablex, l'importation de déchets toxiques des États-Unis, 50 % ça n'a pas de bon sens. Donc, on appuie au comité de citoyens. On a préparé des dépliants qui ont été envoyés à toutes les portes. On a fait ça ici aussi dans le comté de Champlain avec les citoyens sur le dossier de Test Canada qui voyait arriver... TESS, c'est une start-up, là, mais en arrière de TESS, c'est France Chrétien des Marais. Donc, c'est tout le gros réseau d'influence. C'est le plus puissant au Québec, on va se le dire, là, Chrétien des Marais. Mais peu importe la puissance de ce réseau d'influence-là, ce n'est qu'un réseau d'influence. Ils ne décident pas, ils ne sont pas au gouvernement. Donc, si on décide d'avoir des élus qui disent « non, ça n'a pas de bon sens », le projet ne se réalisera pas. La décision appartient aux élus, mais il faut qu'ils aient la colonne vertébrale, il faut qu'ils aient le courage de faire face à ces lobbies-là. Et donc, on les accompagne avec de l'information, avec des encouragements. Et je pense que c'est ça, la politique. Ça, c'est la vraie politique avec un grand P. C'est pas la petite politique de politicaillerie. Et c'est cette petite politique de politicaillerie, de cachotterie, de petites magouilles, de non-dits, de tirage de couvertes, que les gens sont plus capables. Et je peux les comprendre. Mais il faut donc s'élever au-dessus de ça. Et ça revient aux citoyens. Et nous, ce qu'on veut avec Climat Québec, c'est leur offrir justement un choix. Vous dire, oui, c'est possible de faire de la politique autrement. Voici comment on le fait depuis 4 ans, nous, sur le terrain, avec vous. Et là, je parle de 2 régions, mais les projets d'éolien, il y en a partout. On a travaillé aussi le tramway à Québec avec les citoyens. La question de Rio Tinto, des berges et de l'électricité du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on est à la grandeur du Québec, mais en appui aux comités de retraités, aux comités de citoyens, aux comités environnementaux. On est en appui aux travailleurs. Donc, on est avec les gens. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence. Et ça va être aux gens à faire leur choix. La semaine dernière, j'étais dans le comté de Champlain où Martine faisait une activité où il y avait plusieurs conseillers municipaux qui étaient dans la salle, plusieurs maires. Et j'étais impressionné qu'il y avait quasiment une centaine de personnes dans un centre communautaire à Saint-Stanislas pour écouter Martine à parler comment on doit se battre contre le lobby, justement, des éoliennes. Et il y a eu une grande période de questions. Puis ça, c'était un soir de match de hockey. Moi, ça m'a impressionné. J'ai manqué mon match qui était le dernier, en fait. Les séries éliminatoires canadiens, Hurricanes, c'est quand même pas rien. Il y aurait eu au moins 2-3 fois plus de monde s'il n'y avait pas eu ce fameux match de hockey. Et je pense que le travail, justement, de longue haleine que Martine a fait pendant plusieurs années dans le comté de Champlain voisin, elle n'est pas originaire de là, mais les gens de là-bas, aux dernières élections municipales, ont été élus en appui. Plusieurs personnes ont été élues parce qu'ils ont voulu mener le combat. Et il y a un vrai pouvoir municipal. Et j'étais là avec eux à leur dire, oui, regardez comment on peut utiliser le pouvoir municipal. Et donc, je pense que ce pouvoir-là, qu'il soit municipal,
qu'il soit au provincial, le provincial qu'on espère qu'il devienne le national, on a eu bien ça, ce mot-là, provincial, mais tant qu'on est dans le Canada, ça sera provincial, il faut en sortir pour que ça devienne national. Bien, c'est un pouvoir à exercer pour améliorer l'ensemble s'enrichir collectivement, améliorer notre qualité de vie. On a fait une révolution tranquille ici au Québec en 1960-70. On partait de loin. On partait de très loin au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, au niveau économique. Et on a tout construit ça. Et là, je pense qu'on est vraiment dû, parce que là, il y a des grandes dérives. On est en train de foncer dans un mur pour faire une révolution tranquille 2.0, mais verte cette fois-ci. On ne peut plus passer à côté de ça. La nature, elle a une capacité d'absorption. Là, on a atteint les limites et elle dit « je ne suis plus capable ». La planète, elle va toujours s'en sortir. Je ne suis pas inquiète pour la planète, c'est pour l'humanité. C'est l'humanité qui m'inquiète. Et on a notre part à faire ici au Québec et on est extrêmement privilégiés avec l'ensemble des ressources qu'on a. Et donc, avec tous ces privilèges-là qu'on a ici au Québec, on se doit, c'est notre devoir envers l'humanité de faire notre partie pour les parties du monde pour lesquelles ce sera plus difficile. Donc, c'est à nous, on a un devoir, on a une responsabilité envers la suite du monde, envers les futures générations, de prendre soin. La terre, elle nous est prêtée, elle ne nous est pas donnée. Et puis moi, je sens qu'il y a une vague verte qui part de Champlain, pour ceux qui connaissent la géographie, qui s'en vient vers Port-Neuf. Alors, tout en protégeant les berges du fleuve Saint-Laurent, j'aimerais bien qu'il y ait une vague verte qui parte de Champlain, qui s'en vienne dans Port-Neuf, pour qu'on soit jusqu'à l'Assemblée nationale. Les deux premiers élus verts, vraiment verts, pour une transition écologique, pro-climat, à l'Assemblée nationale. Et puis, s'il peut en avoir d'autres tout le long, dans mon ancien comté de Vanier-les-Rivières, j'aimerais bien aussi qu'on puisse être plusieurs pour, dans un gouvernement minoritaire, avoir la balance du pouvoir peut-être. Il faut rêver. J'ai vu ce genre d'exemple en France, c'est arrivé, Europe Écologie Les Verts et la balance du pouvoir au Sénat et à l'Assemblée nationale, qu'il y ait des ministres au gouvernement et puis qu'ils puissent mettre en priorité les valeurs de la Charte des Verts mondiaux, que je remercie encore Martine d'avoir adopté, ce qui a fait que je ne milite plus dans le Québec solidaire, ni dans le Parti québécois, mais dans le seul parti au Québec qui a adopté la Charte des Verts mondiaux. Même le Parti vert du Québec, que j'ai été chef, oui, il l'a adopté lors de sa fondation, mais le chef actuel n'est pas celui qui a fait, au cours des dernières années, avancer les valeurs qu'on trouve dans la Charte des Verts mondiaux. Donc, moi, j'ai confiance au Parti Climat Québec et à Martine pour qu'on crée une vague verte qui a déjà été orange il n'y a pas si longtemps. Champlain et Port-Neuf ont été orange. Bien, cette même vague orange, moi, je la colore en vert et on sera là pour protéger les berges du fleuve, puis empêcher ce projet de TGV dans un Québec indépendant. C'est quoi une transition écologique réussie dans Port-Neuf, selon vous, M. Cloutier? Bien, une transition, ce sont des vœux pieux, hein, parce que ça ne se fait pas en cliquant les doigts, la transition écologique. Les actions qu'on trouve dans notre programme peuvent permettre d'accélérer l'atteinte de cette transition écologique. Mais le premier geste à porter, ce serait de rendre gratuit le transport en commun actuel, tout en l'améliorant, donc en mettant en priorité le financement dans le transport actif aussi. Il faut absolument, pour atteindre cette transition écologique, qu'on puisse se déplacer en voiture électrique sans être propriétaire, de pouvoir emprunter, comme on prend un taxi quand on est à Québec, qu'on puisse se mobiliser, se transporter entre municipalités avec des vélos et des autos électriques et avoir un transport en commun gratuit. Quand on aura ça, on pourra se déplacer pour mieux manger et avoir une meilleure qualité de vie, ce qu'on souhaite tous, là. D'accord. La région de Port-Neuf est une région où le développement industriel, le transport, la foresterie, l'agriculture, voilà, se côtoient. Et comment comptez-vous soutenir tous ces secteurs-là tout en réduisant l'émission de gaz à effet de serre? Mais en fait, c'est assez facile. Vous allez être surpris, là, mais c'est assez facile. Okay. La transition énergétique au Québec, c'est pas compliqué, là. C'est dans les usines, les bâtiments commerciaux institutionnels, remplacer le gaz et le pétrole par l'électricité. Juste de remplacer le gaz et le pétrole par l'électricité, on a un gain énergétique énorme.
Et certains bâtiments commerciaux institutionnels ceux qui chauffent autant qu'ils climatisent, pourront utiliser la géothermie. J'ai fait des projets de géothermie du temps que j'étais à Hydro-Québec, là, avec l'Université de Sherbrooke, par exemple, ça fonctionne très bien. Et donc, la géothermie, l'efficacité électrique aussi, énergétique, déjà la consommation électrique, on peut la diminuer. Donc, ce sont des mesures qu'on peut mettre en place dès maintenant, très rapidement, qui créent de l'emploi, dans tous les secteurs. Et donc, c'est comme ça qu'on va réussir la transition énergétique et on peut la réussir. Puis ça va être un gain économique parce que le pétrole et le gaz, on n'en produit pas ici. Donc, c'est toujours un déficit dans notre balance commerciale. On aura pu acheter de pétrole et de gaz. Le gaz, c'est du gaz de schiste provenant des États-Unis, extrêmement polluant. C'est la première chose à sortir d'une adéquation énergétique. Et on est chanceux, on a l'électricité pour ça, qui est très peu... qui produit très, très peu de gaz à effet de serre. Et juste, je me souviens très bien, dans un congrès à Europe Écologie des Verts, j'étais à Marseille, je participais à un atelier où il y avait quelques milliers de personnes qui étaient spectateurs, sur le nucléaire. Et j'ai eu la chance de parler qu'au Québec, on était le premier État à fermer une centrale nucléaire, une dernière centrale nucléaire. Avec et j'expliquais que sans Martine Ouellette, ministre des Ressources naturelles dans un gouvernement péquiste, sans Mme Ouellette, mais à l'époque, je ne la connaissais pas. Là. À l'époque. Je parlais d'une Martine Ouellette qui était un personnage imaginaire pour moi, qui disait « Oui, ça existe. Oui, en Europe, en France surtout, le gouvernement qui venait d'être élu avait promis de fermer des centrales nucléaires. » Et moi, je dis « Ben, c'est faisable. » Puis je me souviens qu'il y avait eu un beau programme de compensation. Quelques 200 millions peut-être ont été investis pour créer de l'emploi. Parce que bien sûr que si on ferme une centrale nucléaire, il y a des personnes qui vont perdre leur emploi. Mais je me souviens d'avoir dit oui, nous, on l'a fait, le Québec, avec notre ministre des Ressources naturelles. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un privilège de côtoyer Martine. Et si je peux répandre la bonne nouvelle, que oui, on est capable, quand on a les bonnes personnes aux bonnes places, de faire des actions de transition écologique. Tout ce qui manque, c'est la volonté politique. Et c'est pour ça qu'on a fondé Climat Québec. D'accord. Parfait. Pourquoi les électeurs de Portneuf devraient vous accorder leur confiance? Bien, ils l'ont déjà fait quand j'étais conseiller municipal. Ils ont vu que ce que j'ai dit que je voulais faire avant, bien, je l'ai fait pendant. Puis même depuis que je suis élu, je veux continuer à le faire. Donc ça, c'est un engagement que j'ai depuis que je suis tout jeune, tout mon jeune. J'ai toujours eu ce sentiment qu'il fallait s'impliquer dans la communauté. Probablement que c'est mes parents qui m'ont donné ces valeurs de vouloir faire la différence, de m'impliquer dans la société. Alors, les gens me connaissent, puis ceux qui me connaissent, je suis capable de rire. Certains savent que, justement, en pleine récession, quand j'étais étudiant, j'ai fait partie de ceux qui ont fondé un magazine d'humour illustré qui s'appelle Safari, qui n'existe plus aujourd'hui, mais les gens de mon âge ou un peu plus jeunes, un peu plus vieux, connaissent l'importance que ce magazine a eu pour faire rire les gens en pleine récession quand tout le monde n'avait qu'à pleurer. Puis ça ressemble beaucoup à la situation qu'on vit aujourd'hui. J'aimerais bien pouvoir encourager un groupe s'ils veulent partir un nouveau magazine d'humour. Au Salon du Livre, j'ai rencontré Pierre Huet, qui était un des fondateurs de Crow, qui était notre compétiteur à l'époque, qui a fermé, que ça fait rire a continué. Donc oui, je pense que les gens qui me connaissent veulent qu'une personne comme moi soit leur représentant, puisque j'ai les valeurs aux bonnes places. Peut-être que c'est quand on a nous-mêmes souffert de pauvreté et d'insécurité alimentaire. Et je me souviens avec la collègue avec qui on a parti ces premiers organismes pour aider à contrer l'insécurité alimentaire. Elle aussi, elle avait vécu des choses dans sa vie qui faisaient en sorte qu'elle comprenait ceux qui étaient en situation de pauvreté, d'itinérance et d'insécurité alimentaire. Bien, moi, je suis passé par ces choses-là et je ne vois pas ma carrière professionnelle se terminer sans pouvoir faire des gestes pour aider mes co-citoyens. Puis je pense que les gens de Portneuf savent ce que j'ai pu faire dans le domaine dont on a parlé aujourd'hui. Et ce ne sera pas différent donc pour les 4 prochaines années de m'avoir. Je serai toujours là. Puis c'est une personne active qui aime, qui est très sociable. Donc, si les gens veulent avoir un député présent au cours des 4 prochaines années, bien, ils n'ont qu'à me choisir. Puis on va se voir, puis on va travailler ensemble à aider nos concitoyens et à faire en sorte que le Québec devienne un pays. Vous savez,
il y a Québec solidaire et le Parti québécois qui aussi ont dans leur programme l'indépendance du Québec, mais les seuls qui veulent faire l'indépendance sans référendum. Beaucoup de gens ne veulent pas de référendum, ne veulent pas que le Parti québécois soit élu parce qu'on va s'embarquer dans un référendum. Mais nous, on pense que, comme dans beaucoup de pays dans le monde, on n'a pas besoin de se battre pendant un référendum. Et ça, Martine pourrait peut-être donner plus de détails sur notre formule à nous de faire la République du Québec avec un vote des députés élus à l'Assemblée nationale. Donc, de voter pour Jean Cloutier, c'est aussi d'avoir un vote pour l'indépendance du Québec à l'Assemblée nationale. Puis, il n'y a pas un lobby qui va me faire changer d'idée. Ceux qui me connaissent, il n'y a jamais un lobby qui m'a eu. Par exemple, quand j'étais président des Amis de la Terre de Québec. Pourquoi les Amis de la Terre de Québec? C'était le seul groupe écologiste qui ne vivait pas des subventions du gouvernement. Quand le gouvernement veut, dans un BAP, dire « Ah, on a besoin d'appui des écologistes », là, je pense à Stephen Guilbeault et à d'autres écologistes comme ça, il allait voir Stephen, il allait voir Laure Varidel, il allait voir d'autres. Il n'allait pas voir les Amis de la Terre parce que nous, on ne voulait pas se faire influencer par les lobbies. Alors, encore une fois, pour les vrais écologistes dont j'étais le président, le seul parti qui existe, d'ailleurs, quelques-uns de nos membres et mon successeur vont être candidats de Climat Québec. Il n'y a que Climat Québec qui peut avoir les vraies valeurs vertes à bonne place sans être contré par les lobbies. D'accord. Comme M. Cloutier l'a dit, Climat Québec est un parti indépendantiste. Voilà. Et on sait que dans l'histoire, le Québec a organisé deux référendums, mais ça n'a pas, voilà, le oui n'a pas remporté. Voilà. Donc, alors qu'ils avaient les outils pour devenir indépendants. Un gouvernement majoritaire péquiste aurait pu déclarer l'indépendance. Oui. Donc, voilà, vous êtes toujours, voilà, vous persistez toujours dans cette lancée indépendantiste. En quoi l'indépendance du Québec colle aux intérêts des citoyens québécois et de la vision de Climat Québec? Bien, il y a deux choses. Je vais aller sur la vision. En fait, on ne peut pas travailler pour la transition énergétique pour le climat dans un État pétrolier. Le Canada est un État pétrolier, c'est très clair. C'était clair avec Stephen Harper. C'était clair avec Justin Trudeau, même s'il se disait autre chose. Même Stephen Guilbeault a autorisé plein de projets pétroliers au large de Terre-Neuve. C'était sous sa gouverne que s'est investi 34 milliards dans Trans Mountain, sous la gouverne de Stephen Guilbeault. Fait qu'aujourd'hui, il a bien beau dire que Mark Carney est pire que Stephen Harper. Le gouvernement de Justin Trudeau, duquel il faisait partie, était déjà pire que Stephen Harper. Donc, je trouve ça un peu spécial, son commérage dans les médias. Mais bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour l'indépendance du Québec, effectivement, on a perdu en 80 et en 95. On se rappellera qu'en 95, les fédéralistes ont triché. Mais il faut savoir que l'idée du référendum n'était pas dans le Parti québécois de 70 et de 73. L'idée du référendum est une idée qui vient de Gordon Robertson, qui était l'équivalent aujourd'hui de Michael Sebia, qui est le bras droit de Carney. Alors, à l'époque, Gordon Robertson était le bras droit de Pierre Elliott Trudeau. Et il a soufflé cette idée-là à Claude Morin, qui est un agent payé par la GRC, reconnu, là, c'est un fait établi, là, qui, lui, a convaincu René Lévesque. De faire un référendum. De faire un référendum. Donc, de gagner du temps. Fait que c'est une idée des adversaires. L'étapisme. Le référendum pré-indépendance est une idée qui nous provient des fédéralistes. On peut-tu arrêter de tomber tout le temps dans le même panneau? Donc, avec Climat Québec, la Constitution transitoire est déjà disponible sur notre site Internet. Je l'ai déjà rendu public là, à une première course à la chefferie, à la deuxième course à la chefferie au Parti québécois. C'est la Constitution qui s'appliquera le temps qu'on fasse la Constitution permanente avec une constituante pour le peuple, par le peuple, mais on fera la déclaration d'indépendance par une proclamation à l'Assemblée nationale par l'adoption de cette Constitution de transition-là. Et c'est par une proclamation que c'est faite l'indépendance pour la Norvège, pour la Finlande, pour l'Estonie, pour la Lettonie. Vous regardez la majorité des pays qui ne l'ont pas faite par la guerre, qui n'est pas une avenue qu'on veut regarder, l'ont faite par une proclamation d'indépendance à leur Assemblée, à leur Parlement. Et souvent, par la suite, il y a eu un référendum, mais de ratification. Et c'est ce qu'on veut, nous aussi. Ça sera un référendum sur la Constitution permanente, mais après qu'on soit indépendant. Donc, l'indépendance se fera par une proclamation à l'Assemblée nationale. On arrête le référendum qui est vraiment une idée, puis
une enfarge des adversaires. Et d'ailleurs, on le voit, les Québécois, les Québécoises sont pas très ouverts à avoir un référendum, mais oui, ils veulent beaucoup plus l'indépendance que le référendum. Donc, On a la solution. Je pense que c'est assez clair et ça sera non partisan. Tous les députés indépendantistes, tous ceux qui voudront contribuer à la construction de la République du Québec pourront voter en faveur de la République du Québec à l'Assemblée nationale sur la légitimité électorale et parlementaire. Dans un vote libre, il y a des députés de la CAQ qui jadis étaient du Parti québécois indépendantiste. Si on leur donne la chance de voter librement, ils pourraient aider à la proclamation de l'indépendance du Québec. Donc nous, Climat Québec, on fera partie de ceux qui font cette promotion au cours de la prochaine campagne électorale. L'indépendance sans référendum. D'accord. Madame Ouellette, vous avez été chef du Parti québécois. Du Bloc québécois. Autant pour moi, oui, du Bloc québécois. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les Québécois sont prêts et favorables à l'indépendance aujourd'hui? Pour moi, c'est clair que oui. Quand l'indépendance va chercher... Puis là, quand vous allez dans les sondages, prenez pas le sondage, êtes-vous d'accord avec un référendum? Vous aurez toujours des résultats plus bas qu'êtes-vous d'accord avec l'indépendance. Il faut faire bien attention là, de quel genre de sondage, parce que dépendamment comment on commande son sondage ou comment les sondeurs font le sondage, c'est pas les mêmes résultats. Fait qu'il faut faire bien attention. Mais sur l'indépendance, le fait d'avoir un pays puis de se représenter nous-mêmes, l'appui là varie entre 35-40 puis ça s'est maintenu depuis longtemps. Fait que c'est une des idées de changement qui reçoit le plus d'appui au Québec. C'est énorme, le genre d'appui. Et on sait que pendant... Puis on n'en a pas beaucoup parlé d'indépendance. Au lieu de... Oui, on veut un pays, mais oui, mais c'est pas suffisant, on veut un pays. Il va ressembler à quoi, notre pays? Comment on va le faire? Comment on va intégrer... comment on va faire la loi sur l'immigration? Comment on va faire la loi sur le transport ferroviaire? Comment on va faire la loi sur les brevets? C'est important de le dire, parce qu'on ne demande pas aux gens de sauter dans le vide, on demande aux gens de construire avec nous la République du Québec. Donc, moi, je ne suis pas inquiète, et on l'a vu pendant les campagnes où on a décidé de parler d'indépendance de façon importante. L'appui a toujours augmenté. Et les jeunes qui actuellement sont pas très branchés, je dirais, sont très pour le fait de faire des actions pour l'environnement. On le voit avec l'anxiété climatique, etc. Puis quand je leur parle d'indépendance, ils disent, ben oui, si c'est nécessaire, on n'a pas de problème. Ils n'ont pas peur. Et donc, je pense que quand il y aura un vrai moment décisif, parce que je le sais, j'y étais au Parti québécois, le Parti québécois a décidé de ne pas mettre l'indépendance à l'ordre du jour lors des campagnes électorales depuis très longtemps. Cette fois-ci, là, on commence à sentir une espèce de petit tcha-tcha, là, puis un recul qui est encore... Plus on se rapproche de la date de l'élection, plus on sent le recul. Encore une fois, ça ressemble aux tactiques qu'on a vues dans le passé. On verra bien ce qui se passera. Mais quand il y aura un vrai choix à faire, je ne suis pas inquiète que les jeunes qui ont confiance en leur capacité, qui ont confiance en leur capacité de décider, vont vouloir avoir tous les leviers de pouvoir pour décider de l'avenir. Et ils savent, contrairement à il y a plusieurs années, ils savent qu'ils sont capables. On a toujours été capables, mais il y a des gens qui ont douté. Maintenant, les jeunes ne doutent pas, et ça, je pense que c'est très positif pour la suite des choses. Quel message souhaitez-vous envoyer aux électeurs qui hésitent de s'engager en politique ou même à voter? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de vos rêves. N'ayez pas peur de voter pour un parti qui fait partie de votre conscience verte. Tout le monde veut sauver la planète, mais la planète, elle va survivre. Moi, je pense que si les gens n'ont pas peur, vont pouvoir voter pour un parti comme le nôtre pour changer les choses. Oui, on a besoin d'un Éric Duhaime à l'Assemblée nationale. 15% des gens ont voté pour le Parti conservateur. C'est une erreur, c'est un déficit démocratique de ne pas avoir la présence de ce parti-là. Tout comme ça sera un déficit politique, que ça sera une erreur historique de ne pas avoir de vrais députés verts à l'Assemblée nationale. On ne dit pas un vert dans un Parti québécois non plus. C'est pas possible. Martine l'a fait. Il y a toujours un qui va dire non à ça. C'est pas possible. Demandez à Stephen Guilbeault si c'est possible d'être un vert dans un parti comme ça.
comme lequel il était. Non. Il faut choisir le bon parti. Il y a plein de bons députés à l'Assemblée nationale, mais qui ont choisi peut-être le parti qui n'est pas en fonction de cette conscience verte que nous, on veut mettre de l'avant. Donc, n'ayez pas peur de voter pour Greta. Je dis ça parce que c'est mon surnom à l'équipe de hockey. Je joue au hockey, mais il y a des joueurs ici, il y a de mes collègues de hockeyeurs qui écoutent. Et ils sont déçus que je n'ai pas fait écrire Greta dans le dos et plutôt Cloutier. Parce que, oui, j'ai pas peur de mes idées et j'aimerais ça que les électeurs n'aient pas peur de voter pour quelqu'un qui a des idées comme les miennes. Moi, je dirais aux électeurs de Portneuf, je dirais, on dit souvent qu'en politique, on choisit le moins pire des partis. Je dirais, faites-vous plaisir. Choisissez le meilleur. Faites-vous plaisir. Choisissez le parti en lequel vous avez plus confiance, au candidat que vous avez plus confiance. Choisissez Jean Cloutier pour Climat Québec. D'accord. Merci, Martine. En région, plusieurs projets suscitent des débats et des controverses. Voilà, on l'a parlé tout à l'heure. Avec le projet de TGV Ouais, Alto, tout à fait, avec voilà, donc voilà, il y a plusieurs projets en fait qui suscitent des débats. Du coup, comment comptez-vous vraiment privilégier l'acceptabilité sociale une fois, voilà. Bien, il faut respecter. Je pense que le cas de Test Canada est un cas, je veux dire, tellement clair. Là. Il y a eu des référendums. Qu'est-ce qu'il y a de plus clair qu'un référendum? Il y a eu des équipes qui ont été élues au niveau municipal et c'est clair que c'est non. Et donc là, on fait face à un déni de démocratie de la part des entreprises, de la part du gouvernement qui continue à l'appuyer. Et donc, quand il y a des référendums, il faut respecter la parole citoyenne. Et pour les projets, pourquoi ces projets-là font autant de débats, puis pourquoi ça fait des conflits? C'est parce que c'est des projets qui ne sont pas collés sur les besoins de la population. Ce sont les projets des affairistes de grosses dépenses pour des grosses multinationales. Ce pas des projets qui vont venir enrichir le bien collectif. Ce pas des projets que les gens de Portneuf ont besoin, le TGV. Qui sait ici à Portneuf qu'il y a besoin d'aller à Toronto Il n'y aura pas d'arrêt en plus. En TGV, là. Je veux dire, c'est pas... Et on parle de 90 milliards à 200 milliards. Et ce sont les gens de Portneuf qui vont aussi payer pour ça, là. Et qu'est-ce qu'ils ont à en retirer? Pas grand-chose. C'est encore pour enrichir des milliardaires. Donc, je pense que quand on va arrêter de faire des projets pour enrichir les milliardaires puis qu'on va faire des projets pour le monde, déjà, il va y avoir moins de débats. Mais oui, il faut que les gens connaissent les projets. Il faut qu'on respecte nos institutions de consultation comme le Bureau d'audience publique en environnement. Il faut que ces institutions-là aient une crédibilité et soient respectées. Quand ils font des recommandations vraiment négatives au gouvernement, comment ça se fait que les gouvernements passent par-dessus, puis font même des expropriations, comme dans le cas de Stablex? Je veux dire, c'est là que les gens perdent confiance en la politique, c'est quand les élus font fi de toutes les institutions qui ont été mises en place par les élus pour la population. Fait que nous, on croit à ces institutions-là, on croit à l'intelligence citoyenne, puis on veut bâtir pour les gens. D'accord. Une fois élu, quelles seraient vos priorités dans la région? Dans la région, en fait, ce serait de trouver le financement pour que le transport en commun soit gratuit. Ça, si les gens peuvent sauver leurs 5 $ pour aller travailler ou les étudiants, je pense que ce serait une action concrète. Alors ça, je vais me battre pour ça. Et je vais continuer à mettre en priorité de contrer l'insécurité alimentaire, un domaine que je connais bien pour avoir initié quelques initiatives ici qui sont encore en place aujourd'hui. Et de toute évidence, je veux aussi, puisque comme un de mes amis, Pierre Falardeau, le cinéaste avec qui j'ai travaillé à financer certains de ses films, disait « Le Québec actuel, l'Assemblée nationale, on est en train de manifester devant l'Assemblée nationale, disant c'est une grosse commission scolaire qui gère des hôpitaux. » Moi, je trouve que l'Assemblée nationale devrait faire en sorte qu'on gère plus que des hôpitaux puis des écoles. Hein? Puis donc, de rendre gratuit l'école chez nous, de garder gratuit le système de santé, ça, c'est des priorités. Parce qu'actuellement, l'Assemblée nationale, c'est ça. On n'a pas d'armée à gérer, on n'a pas de grands traités internationaux à gérer. Mais moi, quand le Québec sera un pays, donc ça serait de me lever. Je vais penser à tous les citoyens de Portneuf quand je vais me lever pour voter pour la proclamation de l'indépendance du Québec, surtout si ce projet de société qu'on veut créer soit un de transition écologique le plus rapide possible, pour qu'on puisse avoir une qualité de vie pour nos enfants, nos petits-enfants. C'est sûr que quand on va en politique, c'est toujours pour changer
le futur, le passé, on peut juste l'utiliser comme expérience de toutes les erreurs qu'on a pu faire pour en arriver à prendre les bonnes décisions. Donc oui, je serai celui qui s'élèvera pour les priorités de mes citoyens. Puis je peux vous dire que je serai là aussi pour financer le premier plan climat de la MRC de Portneuf. Je serai là pour me battre et j'inviterai toutes les maires, dont la plupart que je connais personnellement, et les conseillers municipaux qui ont été élus prochainement, à venir m'accompagner à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse faire en sorte qu'on ait un plan climat exemplaire qui fera, qui sera un modèle pour toutes les autres MRC à travers le Québec. D'accord, parfait. L'entrevue arrive à son terme. Vous avez quelque... Bon, voilà, c'est quoi votre mot de la fin, si vous avez quelque chose à rajouter? En fait, dans un premier temps, je vous remercierais de l'invitation. Et c'est ça, je dirais aux gens, aux citoyens de Portneuf, osez. Oser la différence. On est en train de foncer dans le mur avec les élus qu'on a vus, là, que ce soit le Parti libéral, que ce soit la CAQ et malheureusement même le Parti québécois duquel j'ai fait partie là, dans le gouvernement. On l'a vu, la proximité des lobbies amène de très mauvaises décisions. Donc, Climat Québec, c'est vraiment un coup de barre. On veut arrêter, moyen de faire de la politique autrement et c'est ce qu'on veut faire. On veut revenir à la base comme ça s'est déjà fait au Québec. On a déjà eu des politiciens qui ont pris des décisions pour le peuple, comme la nationalisation de l'électricité, comme la SAQ. Ce sont des legs extrêmement importants. C'est possible de revenir à ce genre de politique-là pour le bien commun. Et on vous offre l'alternative. Faites-vous plaisir en choisissant un gouvernement qui va vraiment être pour le bien commun plutôt que pour les affairistes. Votre dernier mot, M. Cloutier? Ah, si vous êtes tanné de voter pour les vieux partis comme le Parti québécois, le Parti Québec solidaire, le vieux Parti vert du Québec, bien, votez pour le nouveau parti Climat Québec, qui, aux dernières élections, a plus de 50 candidats, en espérant qu'on ait la chance que des gens partout à travers le Québec puissent voter pour un candidat pro-climat dans les 125 circonscriptions, peut-être 127, là, on ne sait pas encore combien, mais oui, donc n'ayez pas peur de voter pour un vrai Parti vert, pour Jean Cloutier qui sera là pour être le Greta de l'Assemblée nationale. Pas dehors en train de manifester, mais à l'intérieur en train de voter. D'accord, parfait. Alors, merci beaucoup et je rappelle que voilà, j'ai eu à recevoir aujourd'hui Madame Martine Ouellette, qui est la chef de Climat Québec et ancienne ministre des Ressources naturelles du Québec et également ancienne chef du Bloc québécois. Et à ses côtés, voilà, j'ai eu également le plaisir de recevoir M. Jean Cloutier, qui est maire sortant, suppléant sortant de Deschambault-Gourundine et également candidat de Climat Québec pour le compte des élections générales provinciales qui s'en viennent. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Vraiment, oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Papa Boussard.